Je vois qu'il y a beaucoup de monde, j'imagine que voilà, les gens s'attendent peut-être à du clash du sang, etc. Vous savez que c'est pas le style de la maison. Est-ce qu'il va y avoir de la contradiction? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des choses à reprocher? Bien entendu. Est-ce que le but du jeu c'est de faire un clash d'influenceurs Twitter? Pas du tout. Voilà, je préfère le dire. Si vous êtes venu pour un clash d'influenceurs Twitter où je viens lancer des fions gratuitement comme ça, non, c'est pas ce qui va se passer. Moi, je vois un peu le truc comme une enquête où je vais vous proposer de suivre le raisonnement qui a été le mien et de reparcourir en fait le travail que moi j'ai fait de mon côté. Comment en fait en partant de quelques vidéos TikTok, j'en suis arrivé à une conclusion que je vous donne pas encore. Ça permettra de sourcer le propos et que vous sachiez exactement de quoi il retourne. Avant Noël, pendant plusieurs semaines, j'ai reçu presque tous les jours des messages de gens qui étaient des messages souvent très gentils, très bien intentionnés, mais qui me demandaient de parler donc d'une chaîne YouTube et TikTok qui s'appelle l'Esprit Critique. Beaucoup de gens qui me disaient mais waouh, c'est incroyable, c'est super engagé contre l'extrême droite, c'est super intéressant ce qu'ils proposent, il faut que t'en parles et surtout il faut que tu repartages leur cagnotte KissKissBankBank, une cagnotte qui aujourd'hui a atteint 1 856 590 €. J'avais déjà vu passer des vidéos de l'Esprit Critique, j'avais des choses à en dire, pas forcément bien. Et je l'avais pas fait parce que vous savez que j'essaie de consacrer mon énergie en général à cibler plutôt du côté de l'extrême droite, du néolibéralisme, etc., etc. Et en général, même si j'ai des désaccords avec des gens que je situe dans le spectre de gauche, je décide souvent de pas mettre mon attention, mon énergie et mon temps sur ça. Mais là, en fait, en cherchant et en creusant, je me suis rendu compte que y avait quand même pas mal de soucis et des soucis qui sont pas forcément corrélés avec la cagnotte, mais qui sont en fait liés à ce qu'est la chaîne L'Esprit Critique en elle-même. C'est pas un clash, j'ai pas de grief personnel contre les personnes qui tiennent cette chaîne, même si je vais parler forcément d'elle et surtout du créateur Alexis Bellas. Par contre, voilà, j'ai des choses à dire sur ce qu'elles font et la manière dont elles le font. C'est vraiment pas un clash Twitter, c'est du travail journalistique, on essaie d'aller sur les sources, on essaie d'être carré. Alors, l'Esprit Critique, un peu de contexte. C'est quoi et surtout, c'est qui? Avant tout, c'est une personne, un certain Alexis Bellas, un ancien de Sciences Po Paris où il a fait un master en affaires publiques. Après être passé à l'IEP, il va devenir coach et donc son travail c'est d'être coach pour étudiants et il se spécialise dans la préparation des concours d'admission et notamment tout ce qui est des entretiens oraux. Cette activité, en fait, il va la développer et en faire un business en montant une entreprise qui s'appelle Le Repère des étudiants. Alors notez bien le nom, ça va être très très important pour la suite. Donc il va monter une entreprise qui s'appelle Le Repère des étudiants et qui va se spécialiser dans la prépa du concours Sciences Po, ce qui est assez cohérent avec son parcours. Il vient de Sciences Po, il prépare des jeunes aux entretiens oraux pour des concours d'admission. C'est celui qui connaît le mieux, c'est celui qui l'a fait, c'est là où il a une expertise, donc il se lance sur le concours Sciences Po. C'est une activité qui marche pas trop mal, j'ai même trouvé des interviews d'Alexis où il présente son boulot, etc. et tout, donc on voit qu'il y avait quand même un petit succès, et ce qui est assez intéressant, c'est que quand il parle de son activité, il a une manière de parler de son boulot qui insiste beaucoup sur, on va dire, des intentions, qui sont, on va dire, des intentions, des bonnes intentions, le truc, voilà, lui, quand on l'entend parler, il parle jamais d'argent, il parle jamais comme un chef d'entreprise qui serait là pour accumuler les ventes ou un coach comme on peut en voir sur les réseaux. Lui, c'est quelqu'un, on a la sensation d'avoir quelqu'un qui a des valeurs et il insiste beaucoup, par exemple, quand il vient présenter le repère des étudiants sur une seule formule du repère des étudiants qui s'appelle Sciences Po pour tous. Il est même parfois très enflammé quand il en parle. J'ai trouvé une interview où il dit, je cite, par rapport à sa formule Sciences Po pour tous, s'être inspiré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et vouloir une contribution de chacun en raison de sa faculté. Quand on lit ça, on se dit, ah ouais, là, le gars est quand même vraiment voilà, stylé et tout. On a l'impression que c'est quasiment du caritatif, qui fait ça pro bono, gratuitement, pour aider les défavorisés à rentrer dans les grandes écoles. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué. Si on va se balader sur le site pour comprendre ce qui se passe en fait autour du repère des étudiants et notamment de cette fameuse formule Sciences Po pour tous, on découvre en fait que ça concerne un seul parcours qui est un parcours sans accompagnement individuel et que tout ce qui est proposé d'autre, eh ben en fait c'est payant et c'est même assez cher. Le cours de base Sciences Po dès la première coûte 500 € TTC, le pack avantageux jusqu'à la terminale c'est 1500 balles,
La version anglaise double diplôme, c'est 1900 €. Donc on le comprend, en fait, Alexis Bellas, il a un discours donc qui donne l'impression que ce qu'il fait, voilà, c'est presque militant, engagé, qu'il est là à vouloir aider tout le monde, à vouloir que Sciences Po soit accessible à toutes et à tous. Dans son discours, on va dire publicitaire, évidemment, il met en avant un programme qui est un programme effectivement à prix libre, qui est donc le programme Sciences Po pour tous, mais en réalité, ce programme, c'est assez facile à comprendre, c'est une stratégie marketing, c'est une technique de pied dans la porte qui est très utilisée par les vendeurs de formation. On vous offre un échantillon gratuit pour capter votre attention, en sachant très bien que ce n'est généralement pas suffisant et qu'une fois que vous avez commencé, de toute façon, vous êtes inscrit sur Sciences Po pour tous, vous allez vouloir plus d'informations, donc pour avoir plus d'informations, vous allez soit suivre un autre cours, soit vous allez vous sentir un peu en insécurité, donc vous allez prendre un coaching individuel. C'est une méthode qu'utilise en fait beaucoup Alexis quand on va sur ses différents sites internet et qu'on regarde ses stratégies de vente. On voit qu'il a beaucoup cette stratégie de l'échantillon gratuit. Par exemple, dans la première version du site de l'Esprit Critique, qui n'est plus en ligne aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver en cherchant un peu dans les archives d'internet, vous avez un cours qui s'appelle Renforcer son esprit critique, qui est à vendre, et vous allez voir, je vous mets l'archive, vous avez là le cours Introduction à l'esprit critique, vous voyez, qui apparaît, et si vous descendez, vous voyez que là, ça commence à être un peu flouté. C'est tout simplement parce que vous n'y avez pas accès, et c'est donc cette fameuse technique marketing qui consiste à vous donner un petit bout gratuit pour que vous achetiez le reste. En gros, Alexis, c'est quelqu'un qui, dans ses interviews, voilà, va avoir un discours qui est assez sympathique. Voilà, je m'inspire de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, chacun en raison de ses facultés, patati patata, mais dans le fond, on est vraiment sur du coaching et de la formation qui sont vendus avec le marketing habituel du coaching et de la formation. Et soyons clairs, c'est pas grave. C'est pas un souci de gagner de l'argent, on est dans le capitalisme, vous devez bouffer, je dois bouffer, il doit bouffer, c'est tout à fait normal. Ce qui attire mon attention, c'est plutôt d'abord cette tendance à dissimuler le lucratif derrière un vernis de bonnes intentions. Et c'est quelque chose qui va nous poser un très gros problème plus tard, notamment avec la cagnotte, vous allez voir, parce que vraiment, ça va devenir très problématique. Et le deuxième point sur lequel j'ai un problème, c'est le fait qu'on n'est pas du tout, et là ça me paraît assez net, sur une personne militante. On est sur un coach qui, professionnellement, c'est son métier, dans son travail, prépare la bourgeoisie, il faut bien poser les mots, à entrer dans la belle machine de la reproduction sociale. Rappelons-le, se spécialiser dans la préparation du concours Sciences Po, c'est pas anodin. C'est aller vers une des institutions les plus élitistes qui existent. Selon une étude menée par l'Institut des politiques publiques entre 2006 et 2016, la part des enfants de CSP+, très favorisés, donc les CSP+, c'est les cadres, les chefs d'entreprise, les professions intellectuelles et libérales, etc. Donc la part des enfants donc de ces classes dominantes à Sciences Po, elle s'élève à 73% en moyenne, c'est énorme. En fait, pour vous dire à quel point la surreprésentation des classes supérieures, elle est gigantesque à Sciences Po, même dans leur programme de discrimination positive qui est destiné aux élèves qui viennent de ZEP et qui est un programme qui s'appelle la Convention d'éducation prioritaire, on trouve 40% d'élèves admis issus de familles CSP+. Je sais pas si vous captez, mais ça veut dire que même quand ils font un programme pour recruter chez les pauvres, ils ramassent que les riches. En gros, vous avez le pire système discriminant et élitiste, qui est un système qui incontestablement favorise la reproduction sociale. Et si toi, ton travail, comme Alexis Bellas, donc qui est le fondateur de l'Esprit Critique, c'est de formater des jeunes à y entrer, tu es en fait un rouage de ce système discriminant et élitiste. Et tu es donc un acteur de cet élitisme qui s'enrichit dessus. Et ça, c'est exactement ce qu'est Alexis Bellas. C'est un ancien de Sciences Po qui vend un ticket pour faciliter le droit d'entrée à ceux qui en ont les moyens. C'est pas un enseignant, le cœur sur la main, et je le redis, c'est pas grave. Il a un business, et c'est un bon business où il se fait des sous, voilà. Je pense qu'on est quand même un certain nombre ici dans le chat à pas forcément toujours avoir fait des boulots qui sont en accord avec nos valeurs. C'est la vie, ça arrive, on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est quelque chose que moi, je peux complètement entendre. Si je vous parle du coup de tout ça, de Alexis Bellas et du repère des étudiants, c'est pas par plaisir, hein, c'est que ça va avoir un rôle essentiel dans la suite de l'histoire. Là-dedans, il y a deux indices importants qu'on peut déjà trouver sur le site du repère des étudiants et qui vont un peu être des red flags de ce qu'on va constater par la suite. Premièrement, en février 2019, le repère des étudiants va passer sur YouTube et ils vont ouvrir une petite chaîne. Voilà, il n'y a pas énormément d'abonnés, les vidéos n'ont pas fait des grosses vues. On est clairement sur
une chaîne qui va mettre en avant la figure d'Alexis. Hein, on voit que Alexis, il est sur quasiment toutes les vidéos. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en gros, le repère des étudiants, à ce moment-là, ce qu'il va créer, c'est un format publicitaire. Ce que vous voyez là, en fait, c'est tout simplement un format YouTube qui vous propose quelques éléments d'information sur un sujet lié à la préparation du concours de Sciences Po, mais qui en même temps vous vend évidemment les formations du repère des étudiants. Vous allez en dessous, vous voyez tout de suite que vous allez avoir un petit lien là pour le repère des étudiants. Plein de gens font ça, vous mettez des vidéos qui parlent un peu du sujet que vous faites et vous renvoyez à votre site internet. Comme dit Gwinaman, c'est du marketing de contenu. Ce format publicitaire qui renvoie au repère des étudiants, donc là où il vend ses formations, ben on voit qu'il y a un lien volontaire, direct et explicite avec les contenus de l'esprit critique. C'est extrêmement net, hein, vous le voyez à l'image, vous avez Alexis Bellas dans sa tenue, chemise bleue, cravate rouge, le fond habituel, et ça sert à faire la promotion du repère des étudiants. J'insiste parce que ça va être vraiment hyper important. Le deuxième point que je voudrais garder de cette période du repère des étudiants, c'est que dans les modules du cursus gratuit Sciences Po pour tous, ce fameux module qu'il vend partout en disant « Ah mais ça, c'est le truc de la Constitution, chacun selon ses moyens, tout le monde peut venir, etc. » Donc il y a un module à prix libre. Et ben, si on va y jeter un œil, on voit qu'il y a un cours qui s'appelle tout simplement développer son esprit critique. Et si on s'amuse à remonter à la première version du site, jusqu'à la première forme trouvable, donc on est en 2021, et vous avez... Attendez, on va le trouver, voilà. Il est là, améliorer son anglais pour celles et ceux qui visent un campus anglophone, juste dessous, développer son esprit critique, et ensuite développer son esprit de synthèse. En fait, on l'a vu, la première chaîne YouTube, qui a été montée par Alexis Bellas, donc celle du repère des étudiants, elle n'a pas marché. Vous l'avez vu, il y a peu d'abonnés, peu de vues. Mais en novembre 2020, il va changer son fusil d'épaule et il va lancer une nouvelle chaîne, on y est enfin, la fameuse chaîne YouTube, l'esprit critique. L'esprit critique aujourd'hui, c'est 274 000 abonnés YouTube, 538 000 sur TikTok et 770 000 sur Instagram. C'est énorme, c'est vraiment très 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 gros pour ce genre de contenu. Mais surtout, l'esprit critique, c'est donc ce site internet que je vous montrais tout à l'heure, dont l'archive la plus ancienne remonte à octobre 2020. Je vous propose d'ailleurs qu'on y fasse un petit tour. Normalement, il y a un truc qui devrait vous sauter aux yeux. Oui, la pub, merci. En très très gros, sur la droite, juste là, vous avez une énorme pub pour le repère des étudiants. Ici, une énorme pub. Ici, un lien cliquable, à nouveau, pour le repère des étudiants. En bas, tout en bas de la page, à la fin du truc, vous allez voir que nos autres activités, ça vous renvoie à 2 pages. Le repère des étudiants, là où il vend ses formations, et Culture G, qui est en fait une page quasiment vide. Et quand vous cliquez dessus, ça vous renvoie à quoi? Au repère des étudiants. Toute la page, partout, à chaque fois qu'il y a un lien cliquable, c'est tout simplement en fait quelque chose qui renvoie à un site payant qui vend de la formation. Ça, en fait, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est quelque chose qui a été défini par deux auteurs, en tout cas d'un ouvrage sur le sujet qui s'appelle Stéphane Truffen et Philippe Gastaud en 2018, comme une stratégie qui vise à attirer des clients grâce, je cite, à la diffusion de contenus de qualité qui informent, éduquent, voire qui inspirent. Par exemple, des vidéos éducatives sur YouTube. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? La chaîne L'Esprit Critique, que vous aimez bien, dont vous relayez les vidéos, etc., c'est une formule publicitaire. Ça vous donne un contenu pas forcément de mauvaise qualité, qui est même un contenu sincère, parce que le principe de l'inbound marketing, c'est de rompre avec la forme habituelle de la publicité, qui est habituellement très agressive et qui cible le consommateur de manière très intrusive. Par exemple, en vous balançant un quart d'heure de pub au milieu de votre film ou 10 pubs avant chaque vidéo YouTube, là, on est plutôt sur une stratégie très différente qui va produire un contenu qui n'a absolument pas l'air publicitaire, qui a l'air hyper intéressant, informatif, qui répond peut-être à des questions que vous vous posez, une vidéo cool où on vous explique par exemple la stratégie de l'homme de paille qui a pas l'air publicitaire. Justement, en fait, ce qu'ils expliquent Stéphane Truffen et Philippe Gastaud, c'est que le rôle du marketeur dans l'inbound marketing, au départ, c'est surtout d'être présent là où les acheteurs se renseignent sans promouvoir quoi que ce soit en apparence, mais en répondant à une demande, ce qui donne une croissance naturelle au contenu. En gros, vous faites beaucoup de vues au début et ensuite vous resserrez l'entonnoir en essayant de cibler de plus en plus les consommateurs qui pourraient acheter votre produit. Le but, c'est de faire venir les consommateurs à la marque en leur donnant l'impression que c'est eux qui ont fait le choix. La publicité, habituellement, c'est je regarde un match de foot, au milieu du match de foot, j'ai des pubs. Là, c'est vous êtes sur vos réseaux, vous cherchez et vous tombez sur une vidéo trop stylée. Vous êtes là, mais cool.
c'est sympa, etc. et tout. Comme la personne regarde le contenu depuis longtemps, qu'elle a un attachement au présentateur ou à la présentatrice qui lui parle s'il y en a un ou une, et qu'elle vient elle-même vers la marque, bah, elle est très engagée envers celle-ci. L'Esprit Critique est en fait une plateforme publicitaire qui renvoie systématiquement au repère des étudiants. Quand vous regardez une vidéo de l'Esprit Critique, vous êtes en fait dans une stratégie de marketing qui cherche à vous renvoyer vers le repère des étudiants. Encore aujourd'hui, même si le site a été mis à jour et que c'est beaucoup plus discret, si on va en bas, vous avez ce lien, Sciences Po pour tous. Si vous cliquez sur le lien, voilà, c'est le repère des étudiants. Donc vous êtes dans une entreprise qui est une entreprise publicitaire. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'autre point sur lequel j'insistais, c'était le côté attention, on n'est pas là pour le pécunier, pour l'argent, on a des bonnes intentions. Vous remarquerez que maintenant, au lieu de mettre le repère des étudiants, là où il y a les coachings payants, on renvoie tout de suite à Sciences Po pour tous. Pourquoi ? Parce que Sciences Po pour tous, c'est le contenu, sans être gratuit, où vous pouvez donner à prix libre, quoi. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Donc ça renforce encore cette idée que, ah oui, attention, on vous renvoie pas vers un truc payant, attention, on vous renvoie vers Sciences Po pour tous. Une prépa Sciences Po pour tout le monde. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, en réalité, il suffit de passer 2 secondes sur le reste du site pour comprendre que ça, c'est un échantillon gratuit et que derrière, bah, il y a quand même pas mal de trucs à vendre et que c'est à nouveau une stratégie marketing. Mais vous allez voir qu'il y a de la publicité qui est aussi fait directement sur la page TikTok de l'Esprit Critique. Alors, petit épisode hors série pour les plus jeunes d'entre nous qui suivez la chaîne, qui êtes encore au lycée. Vous êtes un certain nombre à vous intéresser aux études en sciences politiques, et on croit comprendre que certaines et certains pensent à Sciences Po en se rasant le matin. Pas simplement quand je me rase. Donc, on a cette année mis sur pied pour vous une prépa à Sciences Po à prix libre. Le principe est simple, l'inscription est gratuite, et il y a un moment dans l'année où vous pourrez participer financièrement si vous le voulez. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que c'est un monde qu'on connaît un peu, et qu'on a envie de faire notre part pour que tout le monde puisse avoir accès à ce genre d'école, peu importe les revenus ou le capital culturel derrière. Et on a appelé ça Sciences Po pour tous. Alors c'est des cours en ligne pour donner un cadre à votre préparation, dont bientôt un parcours Esprit Critique, mais c'est aussi des sessions Zoom régulières avec nous pour préparer les différentes épreuves. On y fera aussi intervenir des élèves, des anciens, des profs. Et puis c'est des outils de culture générale, des fiches de méthodologie, des bibliographies. Bref, on vous met à disposition tout ce qu'on a pour que vous réussissiez le concours. Alors ça inclut Sciences Po Paris, les doubles diplômes, mais aussi le concours commun. Le tout évidemment saupoudré d'Esprit Critique. Donc si vous êtes lycéen, ou vous avez des lycéens autour de vous que ça peut intéresser, rendez-vous sur Sciences Po pour tous, on vous met le lien en description. Là, vous avez le présentateur de votre émission habituelle. Dans sa tenue habituelle, rien n'indique une publicité, il parle d'un épisode hors série. Plus gênant, il dit « On a cette année mis sur pied une prépa à Sciences Po à prix libre ». Je vous avais dit tout à l'heure de prêter attention à la date, parce que là, notre vidéo qu'on vient de regarder, elle date de 2023, alors que dans les archives pour Sciences Po pour tous, on l'a vu tout à l'heure, on remonte sans problème jusqu'à 2021. Donc là, ça commence à être assez gênant. On est clairement et simplement sur une publicité pour le business de base d'Alexis Bellas. Mais si on ne sait pas tout ce que je viens de vous dire, on a vraiment l'impression que ça partirait d'une demande d'un gentil public de l'Esprit Critique, des jeunes qui regardent la chaîne et qui seraient là à être nombreux et nombreuses à vouloir faire Sciences Po. Alors si on réfléchit, c'est super bizarre. Pourquoi sur les 500 000 personnes qui suivent la page, enfin même le million maintenant de personnes qui suivent la page entre les différents réseaux, il y aurait autant de personnes qui voudraient passer le concours de Sciences Po et qui y penseraient, je cite, en se rasant le matin. Et quand bien même il serait des milliers, pourquoi n'aider que cela ? Je veux dire, il doit y avoir des tonnes de lycéens qui posent des questions à Alexis et aux membres de l'Esprit Critique sur toutes sortes de sujets. Pourquoi pas faire un parcours destiné à tout le monde, un tronc commun, etc. Pourquoi uniquement une préparation à Sciences Po ? Parce que clairement, ici, l'Esprit Critique, en fait, sert à faire la publicité du repère des étudiants. Sous la vidéo, il y a un lien, le repère des étudiants, Sciences Po pour tous, voilà, comme d'habitude. Donc, si vous allez tout en bas et que vous allez sur Sciences Po pour tous, là, si vous cliquez sur acheter, bah, vous voyez que là, à droite, le truc à prix libre, en vrai, il coûte 20 balles. C'est peut-être moi qui suis un peu incompétent. Peut-être que je n'ai pas compris comment faire pour ne pas payer les 20 euros. Pour le coup, je vais mettre ça sur mon incompétence personnelle et supposer qu'il y a un moyen de ne pas payer les 20 euros. Dans tous les cas, quand tu parles autant d'une formation gratuite, c'est quand même mieux, je trouve, que le prix en cliquant de base, ce soit 0 que 20 balles. C'est sûr que pour une formation, c'est pas énorme, mais en fait, 20 euros, c'est 20 euros. C'est pas 0, c'est pas libre, en fait. À un moment donné, c'est malhonnête. On doit avoir, normalement, en cliquant sur ce lien, le 0 est quelque chose qui nous dit clairement comment, en tout cas, baisser le chiffre ou quoi. Moi, j'ai pas trouvé. Ça nous amène du coup à ma première et très importante conclusion. L'Esprit Critique, j'insiste, c'est une chaîne qui parle de politique, qui critique même parfois des gens que vous n'appréciez pas, mais ça n'a jamais été une chaîne militante ou une chaîne politisée. Tout simplement parce que le contenu que vous regardez, c'est un support publicitaire d'un vendeur de coaching et de formation. La réalité, elle est que vous avez affaire à un businessman qui a mis
mis en place une stratégie d'inbound marketing qui marche pas mal du tout. Pourquoi? Ben parce que je pense qu'il y a une sincérité dans le propos de l'esprit critique, c'est-à-dire qu'il traite de sujets qui l'intéressent, mais toujours est-il que tout ce qui est fait sur la chaîne l'esprit critique est au départ au service de la publicité du repère des étudiants. Là où ça va devenir un peu plus problématique, c'est lorsqu'on va en arriver à la question de la fameuse cagnotte. À partir du moment où vous avez en tête que ce que vous regardez, c'est le support publicitaire d'un vendeur de coaching et de formation, se pose la question de la fameuse cagnotte à 1 856 590 €. Est-ce que les gens, lorsqu'ils ont donné à ce financement participatif, ont bien compris ce qu'ils étaient en train de financer? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les gens qui me contactaient pour me faire la promotion de l'esprit critique, je n'en ai vu aucun qui m'ont dit, mais en fait, c'est des formateurs qui m'ont dit, c'est une entreprise de formation. Donc, je trouve que cette ambiguïté, elle mérite d'être levée. J'ai amené tous ces éléments pour pas qu'on me dise, non, mais il a son business d'un côté, il a l'esprit critique de l'autre. Je veux bien qu'on comprenne que les deux sont entrelacés et que l'un amène les gens vers l'autre. En novembre de cette année, sur la chaîne de l'esprit critique, on a pu voir une vidéo particulière qui dénotait pas mal de ce qu'ils font d'habitude. Notre plus grand problème, c'est pas l'intelligence artificielle, l'immigration, le capitalisme ou même le réchauffement climatique. Notre plus grand problème, c'est notre incapacité à trouver collectivement des solutions à tout ça. Notre problème, c'est la bêtise individuelle et collective. Bon, alors sur certaines choses, les sapiens, on est assez intelligents. On sait fabriquer des boîtes de conserve qui volent à 37 000 pieds et qui nous emmènent à l'autre bout du monde. Et puis il y a d'autres trucs, par exemple quand il faut décider en commun, voilà, la retraite à 62 ou 64 ans, en vrai c'est une question pas si compliquée que ça. Je veux dire, est-ce qu'on veut plus de biens matériels ou est-ce qu'on veut plus de temps? On est cons comme des valises sans poignée. Du coup, il y a 2 ans avec Nathan, on s'est demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Bon, on fait une vidéo. Premier épisode, le sujet c'était opinion ou analyse. Tu te souviens, Nathan? On a fait 1 million de vues. Bon, on en fait une deuxième, 2 millions de vues. Au 3e épisode, on avait 100 000 abonnés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, complètement par hasard, influenceurs. Alors la plus grande chance dans cette histoire, c'est qu'on n'a jamais eu à se poser la question de savoir quoi faire pour être vu. Jamais on s'est posé la question quel sujet on prend pour faire le buzz. Juste, on faisait notre truc. Et du coup, la seule question qu'on s'est posée, c'est, on a un mégaphone dans la main, qu'est-ce qu'on en fait? On le met au service de quoi? Alors on fait quoi? On donne notre avis? On essaye de convaincre les gens de ci ou de ça? Pourquoi faire? Moi je suis juste un crétin de plus avec une opinion. Nous ce qu'on s'est dit c'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'être tous ensemble plus intelligents? Comment est-ce qu'on fait pour mieux réfléchir? Chacun avec ses opinions, c'est pas le sujet. Et on a vite vu que nos petits épisodes, ils mettent une petite pichenette comme ça, éventuellement ils plantent une graine, mais ça va pas assez loin. Du coup l'année dernière, on a voulu structurer tout ça et on a construit un parcours d'esprit critique. Alors vous avez été des milliers à vous inscrire, et c'était une bonne base sur laquelle maintenant on veut s'appuyer pour construire le pilier d'esprit critique. Du coup, on a monté une équipe et on a commencé à fabriquer un parcours d'esprit critique en béton armé, avec un comité scientifique derrière, avec une armée de doctorants pour écrire plein de trucs intelligents, des profs pour faire un truc efficace pédagogiquement, et le tout avec le ton que vous connaissez. 2, une certification. Donc une sorte de TOEFL ou TOEIC de l'esprit critique qu'on pourra mettre sur son CV et qui certifie que notre cyclotron, là, il sait analyser, remettre en cause, prendre du recul par rapport à ses opinions, communiquer de manière constructive, etc. L'idée, c'est de sortir de ce parcours avec des réflexes. Quand il y a un politique qui fait un faux dilemme sur un plateau télé, on le voit tout de suite. Quand notre chef nous fait une clé de bras rhétorique, on la voit, on sait comment y répondre. Et les réflexes, c'est comme le vélo, ça se désapprend pas. Maintenant, imaginons que on mette ça dans les écoles, dans le supérieur, dans les entreprises, partout. 70-80% d'une classe d'âge qui passe par ça. Est-ce qu'on imagine mais le changement que ça peut provoquer? Donc voilà le pari dans lequel on se lance. On a l'équipe, on a les ressources intellectuelles, on a vos retours et l'expérience d'un premier parcours, on a le réseau et les partenaires pour le distribuer. Il nous manque plus qu'une chose, c'est l'argent. Et ça, si on s'y met tous ensemble, on peut l'avoir. Et donc, pour ceux qui veulent nous suivre dans cette nouvelle aventure, rendez-vous sur notre page KissKissBankBank, on vous met le lien en description et en bio de la page. Et pour les autres, partagez. Partagez cette page, la page KissKiss. S'il y a un truc que vous pouvez partager cette année, c'est ça. Merci à tous et à bientôt sur l'Esprit Critique. Et sur la page KissKiss. Je le redis aujourd'hui, je m'attarde pas trop sur le fond. On en reparlera un peu à la fin quand même sur la question politique, parce que la question politique va être très importante. Une fois qu'on aura tous les éléments, vous allez voir que ça va être central et que ce sera le dernier clou du cercueil. Si on passe outre la justification, le grand discours sur le main, sur le fait de devenir tous ensemble plus intelligents, blablabla, que fait Alexis dans cette vidéo? Il fait ce qu'il fait d'habitude en fait.
Il vend de la formation. Ce qu'il appelle un parcours d'esprit critique, c'est tout simplement une formation à l'esprit critique, comme celle qu'il vendait déjà, on l'a vu, avec le repère des étudiants et qu'il avait déjà réactualisé pour le site web de l'esprit critique. Donc on a tout un storytelling qui est bien fait, hyper bien construit et tout, mais le principe de base, c'est quand même 100% le même. Cogito, c'est une formation d'esprit critique, c'est quelque chose qu'il vend déjà. Sauf que là, on le voit parce qu'on a le recul et qu'on s'est tapé tout le truc sur le parcours et sur ce que fait l'esprit critique. Si on n'a pas un peu tous ces trucs en tête, je trouve que c'est fait de manière très ambiguë. Déjà, est-ce qu'en regardant cette vidéo, vous avez compris si le contenu que vous allez préfinancer sera payant ou gratuit une fois qu'il sera fait? Cogito sera-t-il diffusé gratuitement ou de manière payante? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout sauf clair. On va aller sur la page de Cogito. Donc voilà, c'est le fameux projet d'éducation à l'esprit critique dont il a parlé dans la vidéo qu'on vient de regarder. Première chose que moi je remarque et que je trouve intéressante, c'est ça là. Pour une fois, voilà, le mot formation est écrit clairement. Donc c'est dit, et c'est dit dans la première phrase quand on arrive. C'est pas tacite. Dans les vidéos, en fait, en disant parcours d'esprit critique et tout, ça disait pas clairement formation. Et du coup, je me dis peut-être que les gens avaient pas capté qu'ils allaient financer une formation. Peut-être que si le gars était arrivé en disant voilà, j'ai une formation, je vous vends une formation, enfin je veux dire, les gens s'en font vendre tous les jours des formations sur internet, ils auraient peut-être réagi un peu différemment. Là voilà, c'est quand même écrit quelque part noir sur blanc, je trouve ça quand même pas mal. On va directement regarder ce qu'est Cogito. Cogito, ils disent que c'est un parcours d'esprit critique en 3 niveaux en ligne avec explication, exemple, exercice, mise en situation et correction. Normalement vous avez le truc sous les yeux. 2, une certification en 3 niveaux pour faire valoir sa pensée critique sur son CV. Donc ça paraît clair. D'un côté vous avez une formation, de l'autre une certification. Ce qui manque, c'est qu'on n'a pas d'infos vraiment explicites sur le fait que Cogito est une formation. Roulement de tambour, attention. Cogito est une formation payante. Cogito est une formation payante. En creusant, ils le disent, mais sans jamais vraiment le dire. Par exemple, dans cette vidéo que je vais vous mettre, là, à la fin, ils parlent de la campagne et vous allez voir, ils vont plus ou moins le dire à la toute fin. Donc voilà pour le parcours Cogito. L'idée, c'est pas de nous donner des sous, l'idée, c'est de vous préinscrire au parcours, parce que ça nous donne maintenant les moyens financiers pour pondre un truc vraiment solide. Et on ajoute qu'on est à 500 000 euros, à 600 000, on fait la version pour les collégiens. On pose ça là. Encore merci à ceux qui ont déjà participé, et pour les autres, rendez-vous sur notre page KissKiss. Alors c'est allé très vite, il faut être vraiment des spécialistes pour l'avoir remarqué, mais je sais pas si vous l'avez entendu, mais ils l'ont dit. L'idée, c'est pas de nous donner des sous, donc vous n'êtes pas en train de financer l'esprit critique ou je ne sais quoi, la chaîne en tout cas, l'idée c'est de vous préinscrire au parcours. Dans une autre vidéo qu'ils ont fait pour le 1 million d'euros, à un moment Alexis se plaint des impôts et vous allez voir, il va dire quelque chose à nouveau qui va dans le sens un peu plus d'une clarification de ce en quoi consiste la cagnotte. Alors on dit 1 million, mais on est déjà à 1,2 million. Ce qui est très bien parce que ça payera la TVA. Parce que vos participations sur KissKiss, c'est pas des dons, c'est des préventes. Et donc l'État allège amicalement notre fardeau de 20%. Vos participations sur KissKiss, ce n'est pas des dons, c'est des préventes. Et effectivement, si on jette un œil aux contreparties de la campagne, on va retourner sur le site de Cogito. Pour 35 balles, vous achetez le parcours niveau 1. Pour 60 euros, le parcours niveau 1 et 2. 120 euros, le niveau 1. Attention, il n'y a plus le niveau 2, mais vous avez cette fois la fameuse certification, parce que attention qu'on se comprenne bien, la certification, elle est payante aussi. Hein. C'est comme le code de la route, quoi. En gros, vous payez la formation d'un côté et le concours de l'autre. Pour 200 euros, voilà, cette fois, bravo, félicitations, vous avez le niveau 1, le niveau 2 et la certification. Donc normalement, vous avez à peu près le produit complet. Et en même temps, c'est normal. Vous avez payé 200 balles. Après, les paliers suivants, c'est les gros paliers 1000, 2000, 5000 et 10 000. C'est globalement la même chose, mais en plus, vous voyez là, c'est écrit, vous achetez le parcours pour l'offrir ensuite, soit à des gens au choix, soit à des classes de terminale. D'ailleurs, concernant les lycées, je voudrais quand même revenir sur le truc à 1000 balles, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu saoulé. Dans les rétributions et tout, vous avez ici, là, une vidéo de remerciement des élèves que vous avez soutenus. On fait quoi si les enfants veulent pas? Tu vois, les enfants, ils travaillent pas pour l'entreprise de Alexis Bellas. Ils ont absolument aucune obligation d'aller faire la petite vidéo de remerciement au riche qui a donné des sous, quoi. Donc c'est pas du tout quelque chose que tu peux garantir. Donc derrière le côté bon sentiment, je trouve que ça fait quand même pas très très carré de mettre ce genre de truc. Ce qui ressort de tout ça, c'est qu'en fait, chaque contrepartie
n'est pas une contrepartie, c'est un achat. Et il l'a dit lui-même dans la vidéo. Ce ne sont pas des dons, ce sont des préventes. Je ne crois pas que les gens en étaient vraiment conscients, qu'ils avaient bien compris que tout ça, c'est au départ une formation qu'on est en train de vous vendre, basée à l'origine sur une formation d'entrée au concours de Sciences Po que Alexis vend depuis des années et qu'on vous vend à votre tour aujourd'hui avec une version réactualisée un peu grand public. D'ailleurs, même si vous avez donné presque 2 millions d'euros, aucune annonce n'a été faite par Alexis et ses équipes pour annoncer la gratuité de Cogito. À l'heure d'aujourd'hui, quand il sera terminé, le programme Cogito sera payant. C'est expliqué clairement dans les paliers du projet. 50 000 euros, Cogito, parcours niveau 1, donc on finalise le parcours de formation consacré à l'esprit critique. 50 000 euros pour un parcours de formation un peu ambitieux et tout, moi je dis ça s'entend quoi. 200 000 euros, ce nouvel objectif nous permet de développer le deuxième niveau du parcours à l'esprit critique, le niveau avancé. Donc là déjà 50 000 euros c'était pour le niveau 1, il faut 150 000 euros de plus pour faire le niveau 2. Donc j'espère que le niveau 2 il est comme ça au carré. 400 000 euros si on atteint ce palier. En plus du parcours Cogito et Cogito avancé, on fait la certification qui va avec. La maîtrise des outils de l'esprit critique est désormais mesurable et a une existence reconnue. Chacun pourra opposer ce certificat sur son CV, son LinkedIn, on passe aux choses sérieuses. Bon, sur la question de la certification, je vais pas trop en parler, pas trop m'étendre dessus, parce qu'il y a déjà trop à dire sur le reste, mais évidemment, vous vous doutez bien que mesurer l'esprit critique avec une échelle scientifique valide et validée, c'est un énorme problème, et ensuite que pour pouvoir avoir une certification de son esprit critique, il faille payer, on ne sait pas encore la somme, mais des sommes quand même qui ont l'air relativement importantes, ça pose quand même encore plus question, parce que évidemment, ça crée une énorme disparité, une énorme discrimination, sans parler du fait que l'esprit critique, ce n'est jamais vraiment très clairement défini là-dedans, et donc finalement, il faudrait pas que ça devienne non plus la manière, en fait, d'une distinction bourgeoise qui dirait que sa manière de penser est la bonne manière de penser, et qui ferait que tous les autres seraient devenus des mauvais penseurs, qui n'auraient pas la certification Cogito, et qui du coup ne pourraient pas faire leur travail. 600 000 euros. Cogito pour tout le monde, parcours version collège et conférence. En plus du parcours et de la certification, on fabrique un parcours destiné aux collégiens en matière d'esprit critique, le plus tôt c'est le mieux. Une conférence atelier interactif sous la forme de fresques, on y réfléchit, aucune idée de ce que ça veut dire, pour pouvoir intervenir de manière originale dans les écoles, les entreprises et les administrations. Notez entreprise. À partir de ce seuil jusqu'à 1 million, on met le parcours à disposition d'une classe d'un lycée défavorisé ou à 30 jeunes faisant le service civique, tous les 1000 euros en partenariat avec l'AFEV. C'est leur truc gratuit. Voilà, ce sera le truc gratuit de la campagne. Jusqu'à 1 million, donc entre 600 000 et 1 million. Ça dit pas après 1 million, je pense qu'ils n'avaient pas prévu de faire plus. Ça ferait à peu près 400 classes, ce qui est pas mal. Mais je vous rappelle qu'on est à 1 million d'euros, quoi. On est à 1 million d'euros. La formation, une fois qu'elle est faite, tu vois, ça veut dire quoi? Ils offrent le PDF, ils viennent. C'est le truc gratuit pour vendre le truc derrière, quoi. Et après, bon, on notera quand même aussi le truc de 1 million d'euros. À 1 million d'euros, l'esprit critique s'invite sérieusement dans la présidentielle de 2027. Personnellement, en tout cas, je ne sais pas ce que ça signifie. Je trouve que pour 1 million d'euros, surtout au moment où ils ont compris qu'ils allaient les atteindre, et une fois qu'ils les avaient atteints, peut-être que ça aurait été pas mal de rajouter un petit quelque chose, quoi. Tout ça pour nous amener à un seul truc simple. Cogito est à vendre. Vous achetez Cogito quand vous donnez à cette campagne. Ce sont des préventes, ce sont des achats. Le programme a d'ailleurs déjà été vendu. Là, on vient de faire notre premier partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a commandé 1800 parcours pour des lycéens. Ils ont vendu à la Nouvelle-Aquitaine leur programme Cogito et il se trouve que grâce à France 3 Régions qui a fait un petit article sur le sujet, on a eu un papier qui nous donne les prix. La région annonce débourser 60 000 euros, le prix de ces formations diffusées auprès de 2000 élèves de la région. Voilà, vous avez payé 2 millions d'euros quasiment un programme de formation qui est maintenant vendu 60 000 balles aux régions pour les scolaires. 60 000 balles d'argent public. Parce que tout ça n'a jamais été militant ou désintéressé. Alexis Bellas vous vend l'esprit critique comme une révolution de la pensée. Mais c'est normal. Alexis Bellas est un chef d'entreprise. Et comme d'autres start-upers vous vendent des brosses à dents en bambou en vous disant que ça va stopper le réchauffement climatique, et ben lui, il est dans une communication où il vous explique que son programme d'esprit critique, c'est extraordinaire et ça va tout changer. C'est de la communication d'entreprise. Le but, c'est de vendre un produit, ce qu'ils ont fait formidablement. D'ailleurs, sur sa page LinkedIn, c'est intéressant, Alexis Bellas, il parle de ses ventes de Cogito, par exemple, à des entreprises de manière, franchement, moi, je trouve très clairement entrepreneuriale. C'est pas vraiment caché, dissimulé ou quoi. Hein. On est sur quelqu'un qui est sur LinkedIn, qui se vante d'avoir vendu sa formation à une entreprise et à un entrepreneur. Je pense que ça résume assez bien les ambitions d'Alexis Bellas, qui est d'utiliser, en fait, la popularité de la chaîne L'Esprit Critique, qui est une chaîne publicitaire de base,
base de ce qu'on a défini tout à l'heure, pour financer avec des préventes un programme de formation, et ce programme de formation, ensuite, il veut le vendre à des entreprises et des administrations. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc vos préventes permettent de payer la mise en place du programme, les équipes qui font le programme, et ensuite ce programme-là, il va être vendu à diverses entreprises. Donc les gens qui ont payé Cogito, vous n'êtes pas fait arnaquer, attention, vous avez exactement ce pourquoi vous avez payé. Et il l'a dit en vidéo, c'est une prévente. Et donc le but vraiment d'Alexis Bellas, c'est commercial, et il n'y a aucun problème à ça, à partir du moment où on est bien d'accord que ça n'a rien de militant et que ça n'aura aucun impact sur la politique nationale et sur la politique du pays, que c'est absolument aussi utile que de péter dans un mouchoir. Parce que moi, ça va faire des semaines que je reçois des messages qui sont écrits par des gens très bienveillants. Et je le dis vraiment avec beaucoup de gentillesse, parce qu'il y a des gens à qui je parle depuis longtemps, des gens que j'apprécie et dont j'apprécie les analyses et les opinions, des gens qui ont de très bonnes intentions et qui m'ont demandé « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, relayer cette cagnotte ? Ce serait vraiment incroyable. » Et surtout, pendant là, ces dernières semaines, beaucoup de gens qui me disaient « Ça, c'est l'outil dont on a besoin pour lutter contre l'extrême droite. » et la montée du fascisme. Et j'étais là, mais pourquoi d'un coup tous ces gens ils me parlent de fascisme? Mais avant de revenir sur ça, je voudrais juste vous rappeler, vous savez ce qu'on disait sur l'inbound marketing tout à l'heure, ce que disaient Maria Mercanti, Guérinet et Michel Vincent, l'objectif final est de transformer le client en ambassadeur de la marque. Là, moi, quand les gens ils m'ont envoyé ces messages-là et tout, et que je lisais les définitions de l'inbound marketing, j'étais là, mais waouh, incroyable quoi. C'est hyper réussi. Les gens ont non seulement financé la formation avec les préventes, mais en plus ils en font la promotion, et je pense qu'ils n'ont absolument pas la conscience au moment où ils le font, d'avoir l'impression de défendre un produit quoi. Ces gens-là, à aucun moment ils me disaient ouais c'est une formation ou quoi que ce soit, c'était vraiment un outil dans la lutte contre l'extrême droite, contre le fascisme. J'avais vu passer la première vidéo, mais je me disais mais pourquoi ces gens, ils m'expliquent d'un coup que là c'est un lien avec mon travail, que ça a tout à voir avec la lutte contre l'extrême droite, comment cette formation elle s'est transformée dans la tête des gens en arme contre l'extrême droite. Des gens très sérieux, que personnellement je prends très au sérieux, ont aussi perçu le truc comme un outil militant. Tous ces gens-là se sont pas mis cette idée dans la tête tout seuls. En fait, c'est parti de la com de l'esprit critique et d'une vidéo en particulier assez ambiguë qui est sortie après la victoire de Donald Trump, après le lancement de la campagne Cogito. Donald Trump. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met en colère? On angoisse? On laisse pisser le mérinos? Il nous semble que le premier truc à faire, c'est de mettre un mot là-dessus. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. Fasciste. Il faut pas avoir peur du mot. Par contre, il faut bien l'utiliser. Alors les uns ont une définition très restreinte. Historiquement, les fascistes, c'est le mouvement de Mussolini en Italie dans les années 20. D'autres ont une définition très étendue. C'est en gros tous les gens très à droite. Fasciste. 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 Facho. Évidemment, à droite, on s'en sert pour qualifier la gauche. Il y a une fachosphère de gauche, je le dis depuis des années. Le fascisme d'extrême gauche. Alors, réfléchissons 2 minutes. Le fascisme, c'est pas un truc constitué, genre un parti ou un groupe de gens. C'est pas une idéologie précise. Il n'y a pas un petit manuel du fascisme. Le fascisme, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. C'est un ensemble de rapports aux choses. En fait, c'est une manière de voir le monde. Et même s'il a plein de formes différentes, le fascisme a un certain nombre de caractéristiques qui sont toujours les mêmes. Par exemple, la justification de la violence contre les opposants, qui sont considérés comme des ennemis de l'intérieur. The enemy from within, the enemy from within, the enemy from within. Par exemple, la recherche de boucs émissaires. Si la société va mal, c'est la faute de tel groupe. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Par exemple, le culte de l'action. You know the best way to stop depression? Work your ass off. Par exemple, un rapport de domination aux femmes. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Ou encore l'exclusion des handicapés. Donald greets me with his usual, "Hey pal, how's it going?" And he said, and I'll never forget it, those people, meaning the disabled, those people should just die. Ou encore le culte du chef, le culte du héros. Et c'est pour ça que le fascisme est une cochonnerie, parce que c'est super difficile à voir. Personne dit « je suis fasciste ». Maintenant, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Alors chanter qu'on est tous antifascistes, pourquoi pas? Mais peut-être que l'antifascisme le plus solide, il est dans notre capacité à reconnaître les petits morceaux de fascisme dans le discours politique, et d'aider les autres à les reconnaître. Alors ces tendances fascistoïdes, il y en a plus dans certaines familles politiques que d'autres. Mais en vrai, elles peuvent être partout. Dans Reconnaître le fascisme, l'écrivain Umberto Eco décrit très bien la chose. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire « je veux réouvrir Auschwitz ». Hélas, la vie n'est pas aussi simple. Le fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Et notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ces nouvelles formes. Et pour démasquer ces nouvelles formes de fascisme, il faut de l'esprit critique. Et l'esprit critique, ça s'apprend. On sera un certain nombre à penser que niveau débat public, la période sent pas très bon, et qu'il y a des chances pour que ça tende encore un peu avant que ça aille mieux.
Il nous reste un truc, armer notre cerveau, et aider les autres à armer le leur. Et se rappeler qu'on n'est pas tout seul. Mon cours magistral sur le fascisme est déjà disponible sur YouTube. Si vous voulez aller sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo sur le fascisme où je réagis, une vidéo de Marco Rito, mais où surtout je donne énormément d'infos. C'est un sujet sur lequel j'ai énormément travaillé. Donc je vais pas vous refaire l'explication, donner mon avis sur le fond. Ce qui m'intéresse là, c'est surtout la fin. Le fait que toutes ces explications n'ont finalement aucune autre intention que de vous vendre la formation Cogito. Hein. Si on écoute bien ce que dit la vidéo, le message c'est surtout que le seul vrai moyen de lutter contre le fascisme, c'est l'esprit critique. Ah bah ça tombe bien ça, hein. Et qui permet, je cite, d'armer les cerveaux. Et là, je suis pas du tout d'accord. Déjà, ça explique, je pense, assez clairement pourquoi autant de personnes se sont dit ah oui non mais ça répond au fascisme. Tout simplement parce qu'ils ont présenté le truc comme ça. Alors il le dit pas clairement, ça renvoie à Cogito sur la dernière image. La vidéo d'avant, elle parle de la campagne Cogito, la vidéo suivante, elle va en parler. Du coup, ça sous-entend aux gens, regardez le truc à faire maintenant, là, dans ce moment de panique, c'est financer Cogito, quoi. Je vais revenir aussi sur le passage sur l'antifascisme qui dévalue, je trouve, vraiment profondément les engagements et les luttes collectives. Je recite le passage. Alors, chanter qu'on est tous antifascistes, pourquoi pas, mais peut-être que l'antifascisme le plus solide, il est dans notre capacité à reconnaître les petits morceaux de fascisme dans les discours politiques. Je rappelle juste quand même que celles et ceux qui chantent Siamo Tutti antifascisti, c'est aussi celles et ceux qui sont dans les manifs face aux fachos, qui font les sécu pour les conférences de chercheurs, d'écrivains ou de journalistes menacés par l'extrême droite, comme ça a été mon cas et comme ce sera certainement mon cas lors de mes prochaines conférences. Ce sont celles et ceux qui font de la veille, qui informent sur l'extrême droite, c'est des militants d'assaut, des journalistes, des chercheurs, des gens ordinaires qui mettent parfois leur vie en danger pour dénoncer véritablement le fascisme et pour qu'on puisse le connaître et le combattre. Et quand je parle de connaître le fascisme et de combattre le fascisme, je parle de le faire pas avec des formules toutes faites, hyper creuse qui renvoie tout le monde dos à deux. Parce que là, dans leur vidéo, non seulement ça parle jamais du RN, mais ça dit carrément que tout le monde peut devenir fasciste. C'est hyper flou. Je cite, cette tendance fascistoïde, il y en a plus dans certaines familles politiques que d'autres. On remarquera le pluriel, mais en vrai, elles peuvent être partout. Donc non seulement ça parle pas ouvertement de l'extrême droite, mais ça pourrait tout à fait être compris comme désignant la gauche radicale et tout particulièrement LFI, surtout dans la période politique actuelle. Pour moi, c'est une posture très dépolitisée et j'ai du mal à y voir l'antifascisme. Pour moi, en fait, si vous voulez, l'antifascisme, ça se construit en désignant déjà, dans un premier temps, clairement les mouvements politiques fascistes, en les nommant, en disant vraiment qui ils sont, qui les représentent et comment est-ce que ces mouvements sont construits, en enquêtant sur leur financement, en sachant par exemple comment les partis d'extrême droite ont leur argent, ce qu'ils en font, à qui ils les donnent, en comprenant comment les groupuscules se constituent, en comprenant comment ils s'arment, comment ils opèrent, en visibilisant tous les acteurs de la haine, au risque d'ailleurs de devenir soi-même la cible à la fois du harcèlement juridique, mais aussi des violences physiques, de l'intimidation, malheureusement aussi parfois des meurtres dont l'extrême droite et les mouvements fascistes se rendent régulièrement coupables. Exactement ce dont on parlait avec Mathieu Mollard quand je l'avais invité sur la chaîne, le rédacteur en chef de Street Press. Pour moi, du coup, le vrai antifascisme le plus solide, hein, pour citer Alexis dans sa vidéo là, c'est la lutte explicite contre le fasciste. Cette prise de position de l'esprit critique, je la trouve très gênante en fait. En revoyant globalement toutes leurs vidéos de la campagne Cogito, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment tout le temps ce côté hyper arrogant qui ressort, où on dirait qu'ils ont découvert le One Piece avec leur formation payante, là, le One Piece de la politique, le truc qui va tout résoudre, tous les problèmes de la société. Quand on aura tous payé notre certification Cogito, tout le monde vivra en paix. C'est tellement présenté avec de la conviction, ils sont tellement sûrs d'eux, ils le font avec tellement d'assurance que oui, je comprends qu'autant de gens engagés, sincèrement militants, sincèrement politisés ou sincèrement inquiets de la situation actuelle ont ressenti la nécessité de donner à la campagne Kiss Kiss Bank Bank. Sauf que c'est du marketing et c'est un marketing qui vous a induit en erreur en jouant comme ils l'ont fait avec la vidéo sur le fascisme avec vos peurs. Ils ont parlé d'un sujet qui vous effraie, mais sans réellement prendre position, en disant par exemple avec clarté qui est le fascisme en France, c'est le RN. Non, ça ils le disent pas quoi. Et ils disent pas non plus quelle est leur position par rapport à ça. Nous sommes contre l'extrême droite, nous sommes contre le RN. Ce n'est jamais dit clairement. À la place, ils ont juste répété des généralités sur le sujet sans se positionner. Et donc vous, les spectateurs, vous avez déduit et supposé leur position idéologique sans qu'elle ne vous soit jamais affirmée clairement. C'est pas votre faute, parce que là-dedans, il y a un vrai biais cognitif qui s'appelle l'effet de faux consensus. Je fais un peu l'esprit critique à mon tour, hein. Je vous donne des petits bails pour vous renseigner sur le sujet. L'effet de faux consensus, c'est un truc de Léon Fessinger, donc vous savez, c'est le gars qui a aussi créé le concept de dissonance cognitive. En gros, le faux consensus, c'est un biais qui dit qu'on a tendance à projeter nos propres croyances, nos propres opinions sur les autres. Et je trouve que dans le parasocial des réseaux, il y a beaucoup de ça. De la même manière qu'on ressent une intimité avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas surtout, on a tendance
tendance très vite à considérer qu'ils sont d'accord avec nous sur des sujets politiques parfois très complexes à partir d'une petite phrase floue, d'un sous-entendu, d'une posture, de choses qu'on croit avoir déduit ou qu'on croit avoir compris. Alors qu'en fait, on nous a rien dit. On nous a rien explicitement dit. Quand l'esprit critique vous parle, comme ils vont sur le sujet politique de temps en temps, qu'ils écornent un peu la Macronie, qu'ils écornent un peu le RN, c'est absolument normal que vous en ayez déduit qu'ils étaient politiquement engagés avec vous. Sauf que non. Il faut être, je pense, hyper clair. L'esprit critique parle de politique, mais n'est pas politique et certainement pas militant. Et ça, c'est eux qui le disent. Dans l'article pour France 3 Régions que j'ai cité tout à l'heure, ils ont interviewé François Morin. François Morin, c'est un des membres de l'équipe, c'est le monsieur au milieu, là, ici. Donc François Morin, il a été cité par France 3 Régions dans l'interview à propos de Cogito. Vous allez voir, il va dire un truc assez intéressant sur la question politique. Il parle du programme de Cogito, je vous lis toute la partie. Le programme établi sur 18 heures se base sur des faits concrets vus dans les médias. Il se décline en 12 thématiques, dont, comme l'argumentation, le doute ou le fake et la manipulation. Dans chaque thématique, on va à la fois travailler l'analyse de l'information, l'argumentation, l'ouverture d'esprit et la réflexion éthique, et une partie sur comment réfléchir sur ma propre pensée et mes propres biais, liste François Morin. Il n'y aura pas de politique pour rester neutre au maximum. On va évoquer le sport, la science, le quotidien et la culture. Il dit, il n'y aura pas de politique. Voilà, c'est comme ça. Et est-ce que c'est si surprenant maintenant que vous savez exactement de quoi on parle? En réalité, l'esprit critique, ils sont pas là pour vraiment faire de la politique. Eux, ils sont là pour vendre de la formation. C'est leur taf. Par exemple, pendant les législatives, alors qu'on sortait des européennes où le RN avait triomphé, ils ont fait presque rien. Cette semaine, épisode un peu particulier. Alors, un certain nombre d'entre vous nous a demandé de faire un épisode sur la dissolution. Alors nous, on est des gentils garçons, on fait ce qu'on nous dit de faire. Sauf que, on vient de se prendre en 5 jours l'équivalent de 20 ans de vie politique. Des scissions, des retournements, des trahisons, des excommunications. C'est un mélange de Game of Thrones et des Feux de l'amour. Et avec la meilleure volonté du monde, avec un esprit de synthèse de l'espace, et même en coupant les blagues de Nathan, impossible de parler de ça en 1 minute 30. Et donc on a fait un épisode YouTube, plus long, dans lequel on prend le temps de comprendre, de se poser quelques questions, et d'imaginer ce qui va se passer maintenant. Bref, de faire le tour de cette histoire de dissolution. Et on vous met le lien, ici. Quelque part là. Si on y arrive. Nathan, te rate pas. Et puis ça permettra à tout le monde de découvrir nos formats longs sur YouTube. Bon visionnage à tous, et pour les prochains temps, courage. On parle là de gens qui ont dit qu'ils étaient la solution au fascisme, basiquement dans une vidéo. Donc on est au moment où le fascisme est aux portes du pouvoir. Tout le monde nous dit que l'extrême droite va gagner, c'est une catastrophe. C'est vraiment une situation très très tendue, les législatives, et qu'on n'a jamais vécu jusque-là. En fait, là, leur vidéo, elle dit rien. Ça parle pas de la menace de l'extrême droite, ça parle pas du danger du RN, ça défend pas le barrage républicain. Je dis même pas qu'il fallait qu'ils appellent à voter Front Populaire. C'était, je pense, très facile pour les influenceurs et influenceuses de se positionner pour le Front Populaire. Pour une fois, on avait toute la gauche, tu pouvais être du côté du Front Populaire et ça passait. Mais moi, vraiment, je m'attends même pas à ça, quoi. Je me dis simplement, barrage républicain, on est contre l'extrême droite. Mais on n'en est même pas là. Ils sont même pas capables de dire, là, dans cette petite vidéo, ne votez pas pour ce parti fondé par des nazis et dont des représentants commettent des attentats, etc., etc. Ils font même pas le service minimum. Et je précise que là, ils renvoient une vidéo longue sur YouTube. Je suis allé voir la vidéo longue sur YouTube en entier. C'est une vidéo où il y a évidemment aucune consigne de vote, aucune condamnation de l'extrême droite. C'est juste un truc lambda sur le système parlementaire. Et à la fin, ils vendent évidemment leur formation d'esprit critique. Personnellement, je trouve que l'antifascisme le plus solide, pour reciter Alexis, il est capable d'utiliser sa visibilité quand il y a une élection comme celle-là, aussi tendue, aussi dangereuse, où on a peur et tout, pour aller clairement appeler à voter contre le fascisme quand celui-ci est aux portes du pouvoir. Ça, j'appelle ça l'antifascisme solide. Le 27 juin, avant le premier tour, ils sortent une nouvelle vidéo. Et alors là, c'est étonnant, mais c'est pire. On sait pas quoi dire. On fait un épisode sur quoi? Sur le président qui parle de guerre civile si les extrêmes gagnent? Sur Marine Le Pen, qui trouve que traiter une personne noire de bonobo, c'est pas raciste? Sur Jean-Luc Mélenchon, qui, en ce moment, a rien trouvé de mieux à dire que l'antisémitisme était résiduel en France? Parce que nous, ce qu'on aurait envie de leur dire, c'est « Mais vous croyez qu'on a que ça à foutre de s'occuper de vos chamailleries? Vous savez ce que ça fait 2 degrés de plus sur la Terre? Vous savez ce que ça fait 18% des jeunes de 17 ans qui ont eu des pensées suicidaires dans l'année? Vous savez ce que ça fait 9 millions de personnes en France qui vivent officiellement dans la pauvreté? Vous croyez qu'on a le temps et la bande passante pour vos oiveries? Alors, comme la mission qu'on s'est donnée sur cette chaîne, c'est d'essayer d'être constructif, soyons constructifs. La France n'est pas une démocratie. La France est une république. Dans une démocratie, les gens ont le pouvoir. Dans une république, on désigne des gens qui vont exercer le pouvoir. Alors, une république, ça a pas mal d'avantages. Le premier étant de régler les problèmes en discutant, plutôt qu'en se tapant les uns les autres. Mais une république, ça a aussi 1 ou 2 inconvénients assez structurels, dont celui d'attirer aux responsabilités
tout ce que notre groupe d'Homo sapiens compte de gens qui ont des certitudes, de gens qui aiment être vus, des gens qui aiment le pouvoir, bref, peut-être ceux à qui il faudrait le moins le donner. Il faut résister à notre envie, pourtant très tentante ces derniers temps, de penser qu'ils sont tous nuls. Ils sont pas tous nuls. À notre humble avis, c'est juste qu'ils jouent avec des règles qui produisent cette forme de nullité-là. Peut-être que vient peu à peu le temps de sérieusement penser à améliorer les règles. En attendant, on fait ce qu'on peut. On vote. On peut voter pour le candidat ou la candidate qui est le moins éloigné de ses idées. On peut voter blanc, même si c'est pas comptabilisé. Et on peut même voter Chirac si ça nous chante. Chacun ses convictions. Le seul critère, nous semble-t-il, c'est de voter pour ce que chacun, en son âme et conscience, croit être bon pour tous. Pas ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour tout le monde. À gauche, on appelle ça vivre ensemble. À droite, on appelle ça être patriote. Comme dit la chanson, on n'est pas du même bord, on n'est pas du même chemin, mais on cherche le même port. Donc encore une fois, ça renvoie tout le monde dos à dos, le RN, LFI, Macron, ils ont tous leur tort, c'est un peu du pareil au même, tous ces politiciens qui se chamaillent. Il arrive même pas à présenter clairement l'extrême droite comme dangereux, il la désigne pas du tout comme un mouvement politique violent, etc. C'est même tout l'inverse, quoi. On dirait, quand on l'écoute, que c'est un interlocuteur raisonnable, équivalent aux autres, et le vote RN n'est non seulement pas condamné, mais il est clairement normalisé. C'est vraiment, on s'en fout pour qui vous votez, contentez-vous de voter pour être du côté de tous, etc., etc. On a une prise de position de la part de l'esprit critique qui est quand même hyper molle. Ça, c'est leur prise de position avant le premier tour. Je vous rappelle, au premier tour, on est tous en mode c'est un désastre. On va perdre. Tout est horrible, etc., etc. Alors évidemment, ils se font attraper la veste, et la veille du second tour, ils sortent la seule vidéo un peu politique qu'ils vont faire sur toute la campagne. On est donc le 5 juillet, on est vraiment la veille. Donc ils sortent une deuxième vidéo longue sur YouTube cette fois. J'insiste sur le sur YouTube parce que c'est une vidéo longue qui ne sera pas reprise sur leurs autres réseaux. Il y aura pas un petit short, il y aura rien ou quoi que ce soit, juste une vidéo YouTube, et je trouve ça déjà assez problématique parce que quand t'as des réseaux comme les leurs, quand t'as 700 000 abonnés Instagram, si tu veux vraiment influencer le vote et donner un peu une indication aux gens de pour qui ne pas voter ou sur le barrage républicain ou un truc comme ça, ou en tout cas de tes propres intentions de vote, tu vois, tu fais un truc court, quoi, donc tu sais que ça sera repartagé partout et tout. Je dirais c'est leur vidéo la plus engagée, qui est d'expliquer que voilà, RN et LFI, est-ce que les deux c'est des extrêmes pareils. Ils vont faire tout un développement sur ça. La vidéo est assez longue, 30 minutes, c'est gentillé, franchement, faut être vraiment honnête, ça rappelle les décisions du Conseil d'État et de quelques historiens, ça revient un peu sur l'histoire du RN, mais pas trop non plus. Ça parle pas clairement des violences actuelles liées au RN, ça parle pas des casseroles actuelles du RN, c'est surtout les vieux bails FN Jean-Marie Le Pen, et évidemment, à la fin, ça se positionne pas clairement en disant juste ne votez pas pour l'extrême droite. Ce qu'on aurait dû attendre de quelqu'un qui prétend, je rappelle, être l'antifascisme solide. Quand t'as décidé d'être l'antifascisme le plus solide, on doit regarder ce que t'as fait. Donc très mou, et le pire là-dedans, c'est que en plus, dès qu'ils peuvent, ils tirent une balle sur LFI. Alors je vais vous mettre un petit extrait. La France insoumise, on peut trouver qu'ils ont un programme économique infaisable. On peut trouver que c'est des rageux. On peut trouver qu'ils sont dans une conflictualité permanente et que ça fatigue tout le monde. Et on peut même trouver qu'ils ont eu une attitude franchement pas ouf pour qualifier les attaques du 7 octobre. Donc là, c'est quand il a pris position. Voilà. Quand ils ont pris position pour la gauche, c'est un peu chaud. On est quand même la veille de l'élection, du second tour. Tout ce qu'il dit là, il l'appuie pas. Il y a rien, il y a aucun extrait, aucune source. C'est 100% son opinion à lui. Donc, il est pas foutu d'être clair pour dénoncer et attaquer clairement l'extrême droite, mais alors pour chier sur la gauche, là, il y a du monde. Maintenant, voilà comment il parle des électeurs du RN, dans cette vidéo qui est sa vidéo la plus engagée contre le RN. On peut considérer le RN comme d'extrême droite. Ajoutons que dire que ce parti est d'extrême droite ne veut pas forcément dire que tous ses électeurs sont racistes. C'est juste une classification politique sur le spectre gauche-droite. Attention, les gens d'extrême droite, faudrait pas trop les brusquer. Vous votez pour un parti d'extrême droite qui a des prises de position racistes, fondées par des nazis. Mais non, mais attention, vous êtes pas racistes les bichons. Je vais vous mettre la fin, je vous la laisse en entier et vous me direz ce que vous en pensez. Ça doit durer 1 minute à peu près. En conclusion, il nous semble que mettre LFI et RN dos à dos, c'est faire 2 erreurs. La première erreur, c'est de penser que LFI est d'extrême gauche. Le ministère de l'Intérieur, les chercheurs en sciences politiques, la lecture de leur programme nous dit « ils sont classiquement de gauche ». Ils crient fort, mais ils crient les trucs classiquement de gauche. La deuxième erreur, c'est de considérer que sur le fond, LFI et le RN c'est pareil. Il nous semble qu'on peut dire, de manière assez objective et sans prendre position, que le RN fait des propositions, peut-être légitimes, mais qui sont en contradiction avec un certain nombre de principes fondamentaux de notre société, le premier étant le principe d'égalité. C'est pas une opinion, c'est du droit. LFI, non. On peut leur reprocher un programme économique infaisable, pourquoi pas. On peut leur reprocher de tout le temps polémiquer. On peut même leur reprocher d'avoir vraiment fait n'importe quoi au moment de qualifier les événements du 7 octobre. Mais à aucun moment LFI n'a eu la moindre proposition qui aille contre les principes d'égalité, contre l'état de droit ou quoi que ce soit qui fait la base de la République.
Donc quand on utilise l'expression « les extrêmes », mettant LFI et le RN dos à dos, ça nous paraît surtout être un procédé rhétorique qui permet de les disqualifier. Alors il y a un peu de ce qu'on appelle le sophisme d'ambiguïté, c'est utiliser le même mot pour deux réalités politiques très différentes. Il y a un peu de déshonneur par association, c'est associer LFI à un parti qui a longtemps été un repoussoir. Et il y a un peu d'argument ad personam, c'est de classer LFI dans la catégorie des partis non raisonnables, pour éviter de discuter leurs propositions. Évidemment, par effet de miroir, ceux qui sont pas les extrêmes sont raisonnables. Écoutez, moi je peux pas envisager une seule seconde une victoire du Rassemblement National ou de l'extrême gauche. Il y a un bloc central qui est un bloc de la raison, auquel j'appartiens. Donc dire « les extrêmes » au pluriel nous paraît être d'une honnêteté intellectuelle curieuse. Ce qui est plus grave, c'est d'en tirer des conclusions politiques. On est entre les deux tours de l'élection législative. La gauche, toute la gauche, applique le désistement républicain, et on sous-estime pas combien ça leur fait mal de le faire. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. À droite, c'est plus complexe. Certains font le désistement. Et face au risque du Rassemblement national qui pourrait avoir une majorité absolue, je retire ma candidature ce soir. Et j'ai envie que l'on fasse barrage au Rassemblement national. Certains font le désistement pour les socialistes et pour les Verts, mais pas pour LFI. Et j'appelle également tous nos électeurs, lorsque nos candidats ne sont pas au second tour, à voter pour un candidat du camp social-démocrate. C'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts. Mais je ne vote pas pour la France insoumise, parce que la France insoumise, c'est le communautarisme, parce que la France insoumise, c'est l'antisémitisme. Quand bien même on mettrait les deux extrêmes dans le même panier. Il y en a un qui est à 10 sièges du pouvoir, l'autre pas. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut se permettre de faire des simagrées? À chacun de se faire son avis. Le nôtre, il est fait. Et on rappelle qu'on a fabriqué un parcours d'esprit critique fait d'exemples politiques, mais pas que, pour aiguiser son esprit critique, remettre en cause le discours des autres, mais aussi ses propres modes de pensée. C'est sur l'espritcritique.fr et c'est à prix libre. Déjà, ça tire sur LFI, dès qu'ils peuvent. Vraiment, dès qu'ils peuvent, ils mettent une petite droite. C'est marrant, parce que sur le RN, dire que c'est des racistes ou quoi, impossible. Mais alors, pour prendre position contre le programme économique de la gauche, sans aucune explication, sans aucune démonstration, là, il est engagé, il est prêt à parler, il a pas peur de vexer l'électorat de gauche. Et oui, alors ça dit un peu que le RN est extrême, mais il dit aussi, je cite quand même, que le RN fait des propositions peut-être légitime. Le RN fait des propositions peut-être légitimes. C'est pas possible de dire ça. On reprend le biais dont je parlais tout à l'heure, vous allez peut-être projeter en vous disant oui, ça va dans mon sens. Mais en fait, tout le monde peut faire la même chose et projeter ce qu'il veut là sur ce qu'il vient de nous dire. Le centriste, il va se dire il condamne LFI et le RN, donc il est d'accord avec moi. Le gars d'LFI va se dire bon, il est un peu dur, mais il dit qu'on n'est pas extrême. Et le gars du RN va se dire en fait, il rappelle les vieux trucs, mais c'est des trucs de l'époque de Jean-Marie, c'est le nous on est le RN maintenant, il dit qu'on est extrême, mais en même temps il tape aussi sur LFI, et il dit aussi qu'on a un discours légitime, peut-être légitime en tout cas, et qu'on est finalement à écouter. On a une vidéo sortie à la dernière minute, parce que le contexte ça compte, quoi. Si tu veux influencer la campagne et avoir un vrai impact, tu sors pas ta vidéo la veille uniquement sur YouTube sans la relayer avec un short ou un réel sur tes réseaux courts, qui renvoie encore une fois tout le monde dos à dos, et qui se termine sans dire explicitement ne votez pas pour le RN, et alors là, cerise sur le gâteau, qui te vend une formation à la fin, quoi. L'esprit critique, ce ne sont pas des camarades, ce sont des vendeurs de formations, des formations qu'ils veulent vendre à des entreprises et à des institutions, ce qu'ils font déjà, et du coup, ils ne veulent pas prendre position, tout simplement parce que c'est une manière d'éviter de perdre des clients potentiels. Ils ont sans aucun doute un argumentaire bien construit sur ci, sur ça, sur le fait que c'est une manière de convaincre, etc., etc. Mais moi, je pense qu'on peut dire de manière très simple que si tu n'es pas capable, au moment d'une élection où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, de dire attention s'il vous plaît, n'allez pas voter à l'extrême droite, tu n'es pas un camarade, c'est tout. Pour eux, la politique, c'est à 100% un support promotionnel. Et à un moment où clairement il faut faire le choix de s'exprimer face aux idées fascistes, on en a l'exemple, eux ils ont fait le choix lâche du silence d'abord, puis de l'ambiguïté. On peut dire qu'à aucun moment ils n'ont appelé explicitement à voter contre le RN. C'est pas grave si vous avez soutenu la campagne Cogito, ou même si vous avez envie de continuer à la soutenir, mais vous devez savoir ce que vous soutenez. Ce n'est pas
une arme contre le fascisme. Ce n'est pas la meilleure manière d'être antifasciste. C'est une initiative entrepreneuriale qui vous prévend une formation et qui, sur le fond, donne une réponse dépolitisante et individualisante à un problème collectif. Et je trouve malsain, ça vraiment je le pose, que cette entreprise joue de vos engagements militants alors qu'elle ne se positionne sur rien. Là on a parlé des législatives, mais on aurait pu parler de la Palestine, on aurait pu parler des polémiques transphobes, du racisme systémique, de toutes sortes de sujets de gauche sur lesquels vous connaissez la position de la plupart des influenceurs, influenceuses que vous suivez, et je suis d'accord que tout le monde n'a pas à prendre position sur tout le temps, c'est trop compliqué, mais eux ne prennent position sur rien. Et du coup quand on prend position sur rien et qu'on vient se vendre comme la solution magique à tous les problèmes, bah excusez-moi, mais c'est qu'on se fout de la gueule du monde, quoi. Je voudrais terminer sur ça, même si vous me détestez, essayez de garder ce que je viens de vous dire en tête, et en fait la prochaine fois que vous regardez une de leurs vidéos, ben justement d'allumer un peu la petite ampoule de l'esprit critique dans votre cerveau et de vous demander si ce que vous regardez c'est réellement ce que vous pensez regarder, ou est-ce que vous n'êtes pas en train de projeter aussi beaucoup sur le contenu que vous avez en face de vous. Et je terminerai évidemment en rappelant que je suis tout à fait ouvert à un débat avec Alexis Bellas et que je vais, je pense, le lui proposer sur Instagram, j'ai pas son 06 hein. Et écoutez, merci beaucoup, on était plus de 1000 tout le live, hein, hyper intéressant, ça vaut le coup et ça donne envie de taffer quand on est autant, qu'il y a autant de monde, qu'il y a une telle énergie, qu'on est toutes et tous ensemble. Je vous le dis, hein, j'étais stressé comme pas possible, j'arrêtais pas de reporter et tout. Pendant mes vacances, j'y pensais des fois le soir en m'endormant, j'étais là putain, je le fais pas, parce que j'avais peur de me faire bouffer quoi. Vous savez là, c'est une commu tellement grosse, je me dis putain j'en ai marre des bad buzz, je vous jure c'est pas le plan, hein. C'est juste parce que je pense qu'il faut honnêtement remettre les points sur les i pour que les gens sachent ce qui se passe autour de ça, mais sinon... Ah moi j'en ai marre des bad buzz, hein. J'ai vraiment pas envie que ça reparte. Mais voilà, on n'y peut rien.